Cet après-midi, je vous raconte un enfant nomade du Tibet qui est devenu un mythe vivant, même s'il est mort aujourd'hui. Un homme qui s'est lancé dans une quête folle, celle de gravir le toit du monde, ou la véritable histoire de Tenzing Norgay, le héros de l'Everest. Comment Tenzing Norgay est-il entré dans la légende? Quel risque a-t-il encouru en gravissant l'Everest? Quelles sensations les himalayistes vont-ils chercher en atteignant les sommets? Nous sommes au début des années 1920 dans la vallée de Karta, au pied de l'Everest, dans un monde où le chiffre des ans a moins d'importance que leur recommencement. Le vent sec de la saison printanière balaye le plateau tibétain à une altitude où déjà les arbres ne poussent plus. Les herbes, buissons et tapis de rhododendrons en fleurs détonnent au milieu des nuances ocre des pentes et des masses brunes de bandes de yaks qui paissent çà et là. Le jeune Tenzing, bâton à la main, garde le troupeau de son père. Ainsi passent ses journées quand il ne travaille pas au champ avec ses frères et sœurs ou lorsqu'il n'aide pas ses parents semi-nomades pour trouver du bois. Tenzing est jeune, à peine adolescent. Et c'est ce que font les adolescents ici. Ses parents l'ont bien installé dans un monastère il y a quelques années pour qu'il devienne moine. Mais Tenzing n'a que peu goûté la discipline et a préféré partir. Tant pis s'il n'a pas appris à lire les textes sacrés ou même à lire tout court. Alors, Tenzing garde les yaks et parcourt jour après jour cette immense vallée himalayenne où les glaciers dégringolent de massifs qui semblent ne jamais finir de se disputer au ciel et aux nuages. Ces sommets qu'il arpente en visiteur sont pour tous la demeure de puissance qui veille sur les hommes, car le bouddhisme est ici fortement teinté de croyances animistes qui voient dans les roches ou les montagnes le siège de forces transcendantes. Tenzing fut donc étonné quand il a entendu dire qu'il y a peu, une étrange caravane avait parcouru la vallée. Des dizaines d'hommes portaient sur leurs épaules du matériel pour une bande d'autres hommes, des Européens aux accoutrements étranges, qui voulaient explorer ces montagnes éternellement blanches. Ils visaient apparemment celle que l'on nomme Chomolungma, au milieu d'un massif si gigantesque qu'on ne saurait dire d'en bas lequel de ces sommets est le plus haut. De toute façon, le mot sommet n'a pas vraiment d'importance là-bas. Ils sont bien trop élevés pour qu'on les atteigne un jour et on désigne en général plus des ensembles que des pics. Tenzing, comme les autres, se demande bien ce qui peut pousser des hommes à s'aventurer là où aucun autre ne vit. Que vont-ils chercher dans la demeure des dieux? Tout cela est bien étrange. Il ne sait pas encore que c'est pourtant ce que lui aussi cherchera à atteindre. Car la vie est rude dans cette sublime vallée. Tenzing veut s'en échapper. Déjà, dans son âme adolescente, s'agite une sensation comme un désir, celui de voir ailleurs. Un désir qui va se muer, vous allez le voir, en une volonté et le mènera, c'est le cas de le dire, vers les plus hauts sommets. Oui, ce Tibet où il est né, Tenzing va le quitter, peut-être en 1928, après une peste bovine qui ravagea les troupeaux de yaks. Sa famille franchit le col de Nangpala, à plus de 5700 mètres d'altitude, pour entrer dans le pays des Sherpas, peuple des hautes vallées du Népal. Les Sherpas sont d'origine tibétaine et ont commencé à migrer vers le sud il y a 500 ans. Mais même si leur langue est un dialecte tibétain, l'intégration n'est pas évidente dans la région de Khumbu. Tenzing et les siens sont ce que l'on appelle des Khampas. Ils ne sont certes pas vus comme de parfaits étrangers, ils font bien partie de la communauté qui se définit plus par des accointances religieuses, paysagères et langagières que politiques, mais en tant que nouveaux arrivants, ils sont cantonnés à servir les plus riches, travailler dur ou surveiller des yaks qui ne leur appartiennent pas. Mais vous l'avez compris, Tenzing veut autre chose. À peine arrivé, il décide de partir seul. Le voilà en route à travers les montagnes pour découvrir Katmandou, la capitale d'un royaume népalais alors totalement fermé aux étrangers, qui vit en autarcie en ayant vaguement fait allégeance aux Anglais, dominant les Indes voisines. Sans moyen de subsistance, Tenzing revient vers ses parents, mais maintenant qu'il a vu l'ailleurs, il veut aller plus loin. Vers l'âge de 18 ans, il part à nouveau, vers la ville indienne de Darjeeling sur les contreforts himalayens. Les Anglais viennent y trouver un peu de fraîcheur et ont développé les plantations de thé qui couvrent les flancs des montagnes. C'est une ville cosmopolite que Tenzing découvre, en même temps d'ailleurs que les routes, les voitures et les commodités modernes. Il s'installe auprès des populations Sherpas de la ville dont la robustesse physique et l'accoutumance aux hautes altitudes font qu'ils sont régulièrement embauchés par les Occidentaux
qui se piquent d'alpinisme. L'Himalaya abrite là les plus hauts sommets de la Terre et Français, Autrichiens, Suisses ou encore Britanniques y viennent tenter de repousser les limites de l'humanité. Aventuriers fantasques ou militaires chevronnés, certains veulent s'attaquer à celui qui est, depuis 80 ans environ, identifié comme le toit du monde à 8848 mètres, l'Everest, nom anglais de ce que les Sherpas et Tibétains nomment le Chomolungma, cette masse au pied de laquelle Tenzing gardait les yaks dans son enfance et qui dominait sa vallée népalaise du Khumbu. La première expédition est lancée en 1921 pour explorer les alentours. Une autre, en 1924, mène à leur perte les alpinistes Andrew Irvine et George Mallory, alors qu'ils s'élançaient pour la dernière partie de l'ascension. Leurs corps gisent toujours quelque part dans les glaces. Des missions se lancent régulièrement depuis Darjeeling, qui est le point névralgique de l'aventure himalayenne, car c'est la dernière grande ville avant le Tibet, passage nécessaire pour atteindre l'Everest par le nord. Car au sud, le Népal est fermé aux étrangers. Tout cela se fait sans aucune route et il faut transporter tout le matériel nécessaire à dos d'homme. Il faut attendre 1935 pour que Tenzing se fasse engager comme porteur sur une nouvelle expédition menée par le Britannique Hugh Routledge. Une roupie par jour au-dessus de la limite des neiges. C'est plus qu'en restant travailler en ville. C'est donc motivé qu'il se lance avec pas loin de 40 kilos de barda sur les épaules. Dans ces hauteurs, Tenzing est le plus jeune et le plus inexpérimenté forcément. Alors, il observe, il apprend comment escalader, comment analyser les glaces et leurs pièges. Et si tous les Sherpas sont connus pour une certaine affabilité et leur caractère facile, Tenzing Norgay est particulièrement rieur, amical, fait montre d'abnégation et de courage. Il est grandement apprécié. Mais l'expédition tourne court. La mousson est arrivée tôt sur le mur himalayen et la neige ne cesse de s'entasser. L'année d'après, en 1936, une nouvelle expédition de plus grande ampleur se lance. Différents camps de base sont établis, comme autant d'étapes et de sécurité à l'arrière au fur et à mesure que les hommes avancent. Tenzing n'est plus un simple porteur, mais un Sherpa entièrement dédié à l'alpiniste Charles Warner. Il se perfectionne dans les aspects techniques de la discipline pour gérer ses points d'ancrage, sa corde, son piolet. Hélas, le temps n'est pas bon et les aventuriers ne dépassent pas le col nord de l'Everest, juché à environ 7000 mètres d'altitude. Mais Tenzing figure désormais en bonne place dans la liste officielle des Sherpas, tenue à jour par l'Himalayan Club de Darjeeling. Ainsi, il participe à de plus lointaines expéditions, notamment dans le Garhwal du côté ouest de l'Himalaya. C'est la première fois qu'il descend vers les chaudes et humides plaines de l'Inde, qu'il traverse en train, et dont il ramènera d'ailleurs le paludisme après une rencontre avec des moustiques inconnus en altitude. Tenzing Norgay parvient notamment au sommet du Bandarpunj, 6316 mètres tout de même. Puis il revient à Darjeeling et à l'Everest. En mai 1938, il manque de périr dans une avalanche au cours d'une nouvelle expédition qui atteint les 8300 mètres, jusqu'à ce que les conditions deviennent trop épouvantables. Et là, il faut faire demi-tour. Quelques jours avant, 13 porteurs avaient déjà abandonné, car eux n'ont aucun but à atteindre. Eux ne rêvent pas de conquérir un sommet. Ils veulent juste gagner leur vie, pas la perdre. C'est en cela que Tenzing est désormais un peu à part chez les Sherpas. Pour lui, plus qu'un travail, l'Everest devient une ambition et un rêve personnel, celui d'aller encore plus haut, tout en haut. Après avoir passé la Seconde Guerre mondiale dans l'actuel Pakistan, Tenzing se réinstalle à Darjeeling avec ses 2 filles et sa deuxième épouse, Anglamou. La première est malheureusement décédée, ainsi que son premier fils. La situation financière est un peu compliquée car les expéditions vers les sommets sont rares et elles ne redémarrent qu'à partir de 1947. Avec des Suisses, Tenzing est désormais un sirdar, chef des Sherpas, qui œuvre à la bonne organisation et à la cohésion des troupes. C'est pour ce rôle qu'il repart en 1949 sur les pentes de l'Everest avec les Britanniques, mais le sommet, toujours, se dérobe. En 1950, la Chine fait main basse sur le Tibet. La région est désormais interdite alors que le Népal commence à ouvrir ses frontières. C'est donc par le sud que l'Everest est désormais exploré. Dès 1951, les Britanniques découvrent une voie possible en parvenant à passer le mur de glace du glacier de Khumbu pour un chemin qui mènerait ensuite vers le col dit sud
dernière étape avant le sommet. Face au mauvais temps et au risque d'accident, ils ne vont pas plus loin. Des Suisses reprennent la même voie l'année suivante. Tenzing, désormais incontournable, est avec eux. En plus d'être le sirdar, il est vu comme un membre à part entière de l'équipe d'alpinistes. Il faut dire qu'après 5 participations à des expéditions sur l'Everest, en plus d'autres massifs himalayens, il est peut-être l'un des hommes qui connaît le mieux ces montagnes. Là-haut, il considère les Suisses comme de véritables amis, et notamment un certain Raymond Lambert, qui malgré tous ses orteils perdus dans ses aventures alpestres, fait montre comme Tenzing d'une volonté à toute épreuve. Un camp de base s'installe en mai 1952 au pied de la chute de glace du Khumbu. Il leur faut du temps pour trouver un itinéraire, mais les hommes y parviennent et peuvent s'élancer vers le col sud que personne n'a jamais atteint. Tenzing est de cordée avec Lambert et jamais ne perd son entrain, débarquant le matin à l'entrée des tentes avec du chocolat chaud, quand bien même le bivouac est à plus de 7900 mètres. Il impressionne, tant sa forme semble complète, alors que tout le monde en bave comme jamais. Début juin, pendant que certains restent au camp, Lambert et Tenzing s'engagent vers le sommet depuis le col sud. Ils passent une nuit à 8300 mètres d'altitude, se frappent l'un et l'autre pour se réchauffer en attendant l'aube. Le lendemain, ils progressent péniblement, s'essoufflent, s'épuisent, et n'étant pas assez équipés, décident finalement de redescendre. Malgré tout, personne n'est jamais allé aussi haut, à presque 8600 mètres. Et l'on sait pour la suite que tout dépendra de l'équipement, des bouteilles d'oxygène désormais plus pratiques et du bon approvisionnement du camp au col sud. Après une tentative qui échoue à l'automne, c'est au tour des Britanniques. Tenzing fait évidemment partie de l'expédition. Pendant que le général John Hunt prépare la mission de manière toute militaire, Tenzing, qui a déjà 39 ans, s'entraîne avec un sac rempli de pierres pour être en forme. L'équipé part de Katmandou en mars 1953 avec pas loin de 200 porteurs. Le général Hunt a prévu de créer des équipes de 2 grimpeurs pour tenter des assauts successifs depuis le col sud. Au pied de la chute de glace de Khumbu, Tenzing se voit associé à Edmund Hillary, un Néo-Zélandais de 33 ans. Après que les alpinistes ont ouvert la voie sur les glaces, les porteurs approvisionnent les camps successifs jusqu'au col sud à 7900 mètres. Fin mai, un premier binôme composé de Tom Bourdillon et de Charles Evans s'élance. Ils progressent vite et atteignent le sommet sud à quelques 8750 mètres, dernier pic, avec un replat et une ultime ascension vers le véritable sommet, une centaine de mètres plus haut. Du camp, Tenzing observe les 2 minuscules points sur la crête. Il est presque morose, il aurait tant voulu y être, et au moins qu'un Sherpa soit de la partie, mais l'équipement d'oxygène est en partie défaillant, il est déjà tard. Les 2 hommes sont contraints de faire demi-tour. Le 28 mai, ils sont 4 à partir du col sud. Tenzing, arrivé de troupeaux de yaks dans les pâturages, un bon présage chez les Sherpas. Il est encordé avec Edmund Hillary et vers la fin de la journée, c'est avec lui qu'il monte la tente pour le bivouac à 400 mètres du sommet. Les 2 compagnons qui les avaient aidés pour le matériel redescendent. Un peu d'oxygène permet de s'endormir, mais il faut en garder pour la suite. Le lendemain, ils quittent la tente à l'aube par moins de 25 degrés. À 9h du matin, Tenzing et Ed Hillary arrivent au point qu'avait atteint leur comparse, le sommet sud, à 8750 mètres. Ils sont en forme, ils ont de l'oxygène, le temps est clément. Ils s'engagent donc sur l'arête qui leur fait face, tout droit vers le sommet final. Mais après une petite heure seulement, ils sont stoppés net devant une paroi quasi verticale d'environ 12 mètres de haut. Vu les difficultés de mobiliser ses forces à une telle altitude, elle leur semble infranchissable. Un faux pas, et les 2 hommes tomberaient dans les milliers de mètres de vide de chaque côté. Le rocher est presque lisse, il n'y a aucune prise. Alors que faire ? Ils ne vont tout de même pas abandonner, si près du but. Face à cet obstacle, non, les 2 hommes ne peuvent se résoudre à tout arrêter. Edmund Hillary s'engage, repère une corniche avec un espace entre le roc et la glace. Il atteint la petite faille qui lui permet d'assurer les prises. À chaque pas, à chaque traction avec ses bras, il prie pour que la corniche ne se détache pas de la paroi. Il plante ses crampons de toutes ses forces, progresse et parvient finalement à se hisser jusqu'en haut. Tenzing le suit. Plus que quelques dizaines de mètres, et à 11h30, ça y est, ils sont enfin sur le toit du monde. Il n'y reste pas longtemps, un petit quart d'heure, le temps d'une poignée de main,
d'une accolade même et de quelques photos. Seul Tenzing Norgay apparaît sur les clichés puisque c'est Ed Hillary qui manie l'appareil. Sur celui qui fera le tour du monde, on peut le voir une jambe posée avec assurance sur la glace du sommet. Au manche de son piolet qu'il tient en l'air, il a accroché 4 drapeaux. Un Népalais, un Indien, un Britannique et celui des Nations Unies. Signe que tout cela est un exploit humain, plus que national ou personnel. Tenzing dépose une offrande sous la neige. Hillary, lui, regarde autour de lui s'il n'y a pas une trace de l'éventuelle présence de Mallory et Irving, dont on n'a jamais su s'ils avaient atteint le sommet 30 ans plus tôt. Mais il ne voit rien. De camp en camp, les 2 hommes redescendent avec la bonne nouvelle qui arrivera opportunément à Londres pour être partagée au moment du sacre de la jeune reine Elisabeth, le 2 juin 1953. À Katmandou, c'est une liesse jamais vue pour accueillir Tenzing. Les autorités sont même un tantinet désagréables avec les Britanniques, voulant faire du Sherpa népalais le véritable héros d'un pays qui se cherche une fierté nationale. Mais Tenzing n'est pas vraiment népalais puisqu'il est né au Tibet. Pas vraiment Sherpa non plus d'ailleurs, même si c'est désormais le patronyme dont il usera. Tenzing Sherpa plutôt que Tenzing Bhotia qui signifie tibétain comme on l'appelait alors. Des noms, Tenzing en a eu d'autres. Celui que ses parents lui ont d'abord donné était Namgyal Wangdi, mais il fut changé en Tenzing Norgay, riche défenseur de la religion, après qu'un lama d'un monastère a décelé en lui un grand destin, présage perspicace. Sa nationalité, Tenzing n'en a cure, mais c'est lui que le Népal présente comme le premier homme au sommet. Car c'est bien la question que tout le monde se pose. Lequel a atteint le sommet avant l'autre ? Ed Hillary, Tenzing Norgay et Hunt, le chef de l'expédition, décideront de ne rien en dire pour mettre en avant un exploit collectif. En Inde, désormais indépendante, où Tenzing vit depuis 20 ans, il est aussi un héros. Le Premier ministre Nehru tient à le rencontrer, ils deviendront même intimes. En Angleterre, Ed Hillary est carrément nommé Lord Chevalier, alors que Tenzing, lui, se voit offrir une médaille. Si tout cela lui importe peu, cette différence d'hommage nourrit les polémiques. Britanniques, Indiens, Népalais, tous cherchent ce que Tenzing ne cherche pas, l'affirmation d'une supériorité des uns sur les autres. Le statut de célébrité lui fait presque peur, quand dans chaque ville, des hordes se ruent sur lui et l'entourent pour lui parler, le toucher. Tenzing Norgay passe, aux yeux de certains, pour une divinité. Ses photos se vendent comme souvenirs et il est le sujet d'une chanson qui sera fredonnée par toutes les générations. Tenzing, ton immortalité plane sur le monde, Tenzing, le cœur chaleureux des froids sommets de l'Himalaya. Cette gloire permet aussi à Tenzing de voyager, cela lui plaît. À Londres, il visite Buckingham avec la reine Elisabeth II. Il découvre l'Europe où tous les journalistes se l'arrachent. Son sourire radieux et quasi permanent, son élégance même, son charme indéniable en font une parfaite icône médiatique. À Genève, où les montres semblent beaucoup l'intéresser à tel point qu'il en porte une à chaque poignet, il en profite pour passer du temps avec Raymond Lambert, compagnon avec qui il avait jadis presque réussi à gravir l'Everest. Son autobiographie paraît en 1955. Ce n'est pas lui qui l'a écrite, puisque, bien que polyglotte, il reste analphabète, mais elle est conçue avec James Ullman, écrivain et comme lui alpiniste. Tenzing est une légende vivante. Des souscriptions permettent de lui offrir une maison à Darjeeling où il s'installe avec femme et enfants et dont la porte sera toujours ouverte aux visiteurs, prestigieux ou non, qui veulent le rencontrer. Il devient directeur au sein du tout nouveau Himalayan Mountaineering Institute à Darjeeling, où il contribuera pendant plus de 20 ans à former des générations d'alpinistes. Tenzing prend le temps de créer une sorte de caisse de retraite pour les Sherpas inactifs. Il fut pourtant critiqué par certains pour ne pas s'être plus impliqué dans le développement de la communauté, à l'image d'Ed Hillary qui créera une fondation pour construire des écoles et dispensaires dans la vallée du Khumbu. Mais qui pourrait le blâmer de vouloir voir le monde ? Tenzing voyage quasiment tous les ans, de l'Australie à l'Union soviétique où il emmène parfois sa nouvelle compagne, Daku, pendant que celle avec qui il est toujours marié s'occupe de la maison et des enfants. Pour être un héros, il n'en est pas moins imparfait. Et le mythe ne s'éteint pas. On l'arrête dans les rues de Darjeeling pour un mot, pour une photo, mais l'homme derrière la légende ne peut plus suivre
Tenzing marche toujours, quasiment quotidiennement dans les montagnes, mais ne se confronte plus depuis longtemps au sommet. Dans sa deuxième autobiographie parue en 1978, sans lui apporter des subsides espérés, il note que l'Himalaya est devenu un lieu touristique et s'étonne avec une certaine amertume des hippies qui débarquent jusque dans les monastères les plus reculés. Il a pourtant lui-même participé à ce mouvement en créant une société de trek au Sikkim et au Népal, activité qui se développe encore plus après la construction d'un aéroport au Khumbu qui porte aujourd'hui son nom. L'un de ses fils reprendra d'ailleurs le flambeau et parviendra lui aussi au sommet de l'Everest en 1996 avec, ça ne s'invente pas, le fils d'Ed Hillary, jadis compagnon de son père. La boucle est bouclée. Mais Tenzing fut un peu vexé quand de nouvelles expéditions vers l'Everest n'ont pas fait appel à lui. Évincé sans élégance de l'Himalayan Mountaineering Institute, il voit son monde disparaître. Son épouse est morte, son ami Nehru aussi, sa maîtresse est distante, ses enfants sont pour la plupart loin, et il vieillit dans une certaine solitude, entouré des montagnes et de ses souvenirs. Le soir, il boit pour tuer l'ennui. Jadis comblé, Tenzing ne sait peut-être plus quoi désirer. Mais il n'est pas oublié pour autant. Après son décès, le 9 mai 1986, c'est un cortège de plus d'1 kilomètre qui suit sa dépouille dans les rues de Darjeeling. La crémation a lieu en extérieur, sur une petite hauteur surplombant la vallée dans laquelle ses cendres finiront par retomber. Les hommages ne cesseront jamais, jusqu'au plus étonnant au-delà du monde, quand l'Union astronomique internationale a, en 2017, officiellement donné son nom à un massif montagneux sur Pluton. La gloire jusqu'aux confins du cosmos. Et son comparse Ed Hillary continuera d'entretenir sa mémoire en rappelant son courage, sa volonté et sa saine ambition, lui qui, né parmi les humbles, avait atteint le sommet du monde. Europe 1, historiquement vôtre. Charlie Buffet, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Charlie Buffet, vous avez traduit Tenzing, le héros de l'Everest, du journaliste Ed Douglas, paru pour la première fois en 2003, à l'occasion des 50 ans de la première ascension de l'Everest. Qu'avez-vous appris de l'homme en traduisant cette biographie de référence ? Alors j'avais appris d'abord en la lisant parce que je l'ai lu il y a 20 ans et ça fait 20 ans que j'avais envie de traduire ce magnifique travail. Ce que j'ai appris, c'est que, si je peux résumer, parce que j'ai appris énormément de choses, mais ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est que son enfance avait été beaucoup plus dure que ce que je pouvais imaginer et sa gloire avait été beaucoup plus grande que ce que je pouvais imaginer. Charlie Buffet, en étant l'un des 2 premiers hommes à atteindre le point culminant de l'Everest, Tenzing Norgay, en 1953, est devenu un mythe, une allégorie même, selon la journaliste Jeanne Morris, qui a participé à l'expédition et avait signé la préface de la première édition de la biographie de référence d'Ed Douglas que vous avez traduite. Qu'est-ce qu'à votre avis Norgay incarnait ? Alors une allégorie, c'est ce qui permet de projeter quelque chose, qui permet à chacun de projeter quelque chose sur un événement, sur un fait. C'est ce qui permet de passer du singulier à l'universel. L'allégorie dans cette, puisque le mot est prononcé par Yann Morris dans la préface du livre, il en voit 3. Il voit une allégorie de l'ascension, le fait d'arriver sur le sommet du monde et un sommet personnel pour chacun qui peut s'y projeter. L'allégorie de la gloire et l'allégorie de la dépression, puisque Tenzing, et c'est raconté de façon très poignante dans le livre, a connu, après la gloire, il a connu une période très, très sombre. Voilà. Donc la chute, c'est la 3e allégorie. Qu'est-ce qui, selon vous, animait les premiers hommes qui ont voulu gravir l'Everest ? Qu'allaient-ils chercher en s'attaquant au toit du monde ? Alors, je crois qu'il y a une façon d'en parler. Dans ce livre, on a mis des photographies, un cahier photographie au milieu, et il y a une photographie extrêmement célèbre qui est au centre, qui est la photographie prise par Hillary de Tenzing au sommet de l'Everest. On voit un homme qui se dresse,
un homme qu'on ne peut pas reconnaître parce que son visage est masqué, disparaît sous des lunettes, une capuche. Et il est dressé sur un ciel pratiquement noir. On a l'impression qu'il va toucher le cosmos, qu'il va toucher la stratosphère. Il a le bras tendu avec un piolet sur lequel il y a des petits fanions. Et je pense que cette image, elle dit ce qui peut animer et chacun peut se projeter dans ce désir extraordinaire de se dresser à l'endroit où on est le plus près de la stratosphère, où on peut toucher le ciel. Et je pense que c'est ce qui peut animer tout le monde, tout le monde peut se projeter dans cette image. Les motivations de Tenzing, par contre, étaient beaucoup plus singulières, puisqu'elle était née au pied de cette montagne. Tenzing Norgay, un enfant nomade venu du Tibet, a donc atteint le toit du monde avec un alpiniste néo-zélandais chevronné, Edmund Hillary. Ils ont atteint le même but, mais on peut dire que leur quête n'était pas la même. Donc Tenzing, c'est un enfant de l'Everest. Il est vraiment né au pied de la montagne, comme vous l'avez raconté. Il a conduit des yaks dans une vallée magnifique, la vallée de Karta, et il a été envoyé dans un monastère quand il était enfant. Il s'en est échappé. Il a conduit son destin tout autour de l'Everest, puisqu'il a échappé à un milieu très très pauvre, très rude, puisque c'est un environnement où les enfants mouraient beaucoup en bas âge, où on vivait dans une pauvreté assez extrême. Il s'en est échappé une première fois. Il s'est échappé du monastère où on lui avait promis un destin de lama. Parce qu'on lui avait tapé sur la tête avec un bâton. Il s'est échappé vers le Khumbu, qui est le versant népalais de l'Everest, donc de l'autre côté de la montagne, parce que là-bas il y avait des gens qui vivaient un peu mieux, qui s'appellent les Sherpas, donc auprès de qui il pouvait trouver du travail. Il s'est échappé ensuite vers Katmandou, parce qu'à 13 ans il avait envie de voir une grande ville, et donc il va tout seul, il va vers Katmandou et il découvre la grande ville, et il s'échappe enfin vers Darjeeling avec une femme qu'il a séduite, mais qui n'est pas accessible pour lui parce que il est trop pauvre et qu'il peut pas prétendre à épouser la fille d'un propriétaire terrien. Et donc c'est quelqu'un, Tenzing, qui a conduit son destin en échappant à un destin tout tracé, et qui ensuite va le mener avec une volonté absolument extraordinaire, malgré toutes les difficultés. Donc de ce point de vue-là, Hillary, je ne veux pas dire que c'était facile pour lui, mais disons que c'était pas vital pour lui d'aller gravir l'Everest. Pour Tenzing, l'alpinisme, se frotter aux montagnes devient son gagne-pain. C'est comme ça qu'il va gagner sa vie. C'est comme ça qu'il va se sortir de sa vie toute tracée et rude. Et son destin, il l'a pris en main, vraiment. Mmh. Le mont Everest culmine, je l'ai rappelé, à 8850 mètres. Quelles conditions météorologiques faut-il imaginer à cette altitude ? On a peine quand même à se représenter cet environnement aussi hostile. À quoi sont confrontés Tenzing Norgay et Edmund Hillary ? J'ai parlé de nécessité d'oxygène. J'imagine que l'air est raréfié à une telle altitude. Alors c'est bien sûr la difficulté numéro un. Hein. Il y a ce qu'on peut imaginer des difficultés de la haute montagne, notamment le temps qui peut changer très vite, un froid extrême. Mais le plus important, c'est qu'on est complètement dans un stress physique extraordinaire parce qu'on manque d'oxygène. Voilà. Et ça, il faut vraiment imaginer que c'est un endroit d'abord où on pourrait pas se tenir si on n'est pas acclimaté. Hein, quelqu'un qui essaierait de monter sans s'être acclimaté au sommet de l'Everest, même avec des bouteilles d'oxygène, et il aurait toutes les chances de mourir très rapidement. Donc il faut être acclimaté, il faut supporter ce stress extraordinaire, supporter d'être essoufflé, mais pire que ça, d'avoir le cerveau devient cotonneux, on réfléchit moins bien, on est toujours épuisé, on supporte moins bien le froid, les gelures interviennent plus rapidement, voilà. Donc le plus difficile et ce qui fait de l'Everest un endroit absolument unique au monde, avec ses 200 mètres de plus que le deuxième sommet qui est le K2, c'est ce stress incroyable de l'hypoxie, du manque d'oxygène. Charlie Buffet, avant Tenzing Norgay et Edmund Hillary, d'autres se sont lancés à l'assaut de l'Everest et n'en sont pas revenus. Je parle de George Mallory et Andrew Irvine.
Les Himalayistes gravissent la montagne au péril de leur vie et le savent. Et il y a quoi dedans? C'est une part de folie, une part d'inconscience? Alors, s'ils étaient parfaitement raisonnables, ils resteraient chez eux, comme Oui, beaucoup d'entre nous. oui. Donc il y a certainement une part de folie. Il se trouve que Georges Mallory a disparu il y a 100 ans, en 1924, en partant vers le sommet de l'Everest. On ne sait pas s'il a pu atteindre le sommet, on ne saura peut-être jamais. Il se trouve que je viens de traduire aussi, qui va paraître dans un mois, les écrits de Georges Mallory. Et donc, je me suis approché de très près de le mystère le mystère, c'est est-ce qu'il a pu arriver au sommet de l'Everest, hein. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Mallory est arrivé en 1922, il est arrivé à 8200 mètres d'altitude. Il faut imaginer, 1922, 28 ans avant, il est déjà à 8200 mètres d'altitude sans oxygène. Voilà. Et à ce moment-là, il regarde le sommet de l'Everest qui lui semble tout près. Et il dit, je pourrais peut-être y arriver, mais je ne reviendrai pas vivant. Et à toutes les étapes, toutes les époques, les alpinistes que j'ai pu écouter, mais en particulier Georges Mallory, dans ses écrits, je ne vois jamais de la folie au sens où je vais y aller et tant pis si je reviens pas. Quand ils se trouvent à devoir prendre une décision, ils gardent la tête sur les épaules et ils sont conscients qu'il y a un moment où on peut arriver à atteindre son but, son Graal, ce sommet extraordinaire qui est le toit du monde, mais qu'il faut aussi en revenir vivant, sinon ça n'a pas de sens. Mhm. À cette altitude, les corps sont mis à rude épreuve. Les principaux risques encourus par les alpinistes, les Himalayistes, c'est donc de ne plus réfléchir, c'est ça, parce que le cerveau est cotonneux, ou de perdre ses doigts de pied, enfin ses doigts aussi, non? Alors il y a tout ça, c'est les effets de l'hypoxie, hein, Oui. un stress physique, un stress sur l'intellect, sur le cerveau qui résonne moins bien, mais c'est aussi ce qui fait que Tenzing était quelqu'un d'indispensable et absolument capital dans ses tentatives vers l'Everest, puisqu'il participe à toutes les tentatives vers l'Everest à partir de 1935. Et s'il est aussi important, c'est que, comme beaucoup de Sherpas, parce que les Sherpas qui naissent dans des vallées jusqu'à presque 4000 mètres d'altitude et qui vivent dans des villages très hauts, sont mieux acclimatés que les alpinistes qui arrivent de l'extérieur, enfin les étrangers, les Européens par exemple au départ. Et donc, ce qui fait que Tenzing est absolument indispensable et la clé de toutes ces tentatives, Tenzing et les Sherpas, mais en particulier ce Sherpa qui devient Sirdar, chef des Sherpas, ce qui fait qu'il est capital, c'est que lui résiste mieux à l'altitude, qu'il a un caractère absolument extraordinaire. Il est charmeur, il est souriant jusque dans les moments les plus difficiles. Et il garde la tête sur les épaules à 8200 mètres d'altitude dans un camp où l'inconfort est inimaginable. Et le matin, on entend le zip de la tente et Tenzing qui apporte une tasse de thé chaud. Personne n'a réussi à dormir, tout le monde est épuisé et lui, il est capable de s'occuper des autres. Voilà. Et c'est ce qui le rend, cette résistance, ça le rend absolument extraordinairement Indispensable et attachant. indispensable Et terriblement à ces attachant tentatives. aussi. Terriblement attachant. Ouais. Le 29 mai 1953, donc Tenzing Norgay et Edmund Hillary atteignent le sommet de l'Everest. Cet exploit les fait entrer dans la légende. Ils deviennent des héros, mais à votre avis, est-ce qu'ils ont eu la même postérité? Parce que Hillary a atteint le sommet en premier, ce petit pas de plus lui a apporté davantage de lumière, non? Tenzing, quand l'expédition arrive à Katmandou au premier jour de juin 1953, il y a une scène qui est racontée dans la biographie d'Ed Douglas qui est extraordinaire, c'est que dans une Jeep qui traverse Katmandou, qui est évidemment découverte, Tenzing se tient devant, il est debout, et il y a une foule absolument inimaginable, énorme, qui veut voir Tenzing, qui veut le toucher. Et Hillary et John Hunt, le chef de l'expédition britannique, ils sont tous les deux assis derrière et personne ne les voit et tout le monde s'en fiche. Et il y a eu cette espèce de fascination, mais presque religieuse, sans doute avec une part de dimension religieuse, pour Tenzing. Elle est extraordinaire, elle est inimaginable quand l'expédition arrive à Katmandou.
Par la suite, l'expédition arrive en Angleterre et là, c'est une autre histoire. Hillary est anoblie et Tenzing, lui, vous l'avez dit, n'a qu'une médaille. Donc, il commence à y avoir une hiérarchie qui n'est pas tout à fait la même. Ce qui est, je pense, qui permet de mesurer l'extraordinaire déferlement d'enthousiasme qui accueille Tenzing, c'est le moment. Le moment, c'est quoi? C'est que l'Inde est indépendante depuis 4 ans, en 1949. Le Népal vient de s'ouvrir au monde en 1950. Et il y a un besoin de reconnaissance absolument extraordinaire et qui se catalyse sur ce personnage de héros qui arrive au bon moment. Mais 70 ans après l'ascension de Tenzing Norgay et d'Edmund Hillary, des milliers de personnes se lancent aujourd'hui à l'assaut de l'Everest. Alors, il y a des alpinistes chevronnés, il y a aussi des personnes peu expérimentées. Régulièrement, des images d'embouteillage au sommet nous parviennent. C'est-à-dire que le toit du monde n'échappe plus au tourisme de masse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez, comme Tenzing Norgay dans sa deuxième autobiographie, que c'est terrible? C'est en tout cas la conséquence de ce qui s'enclenche en 1953 avec l'ascension de Tenzing. On sait que l'Everest devient un point accessible et à partir du moment où l'Everest, on peut y aller, eh ben, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'y aller. C'est dans la logique des choses que petit à petit, il y ait non seulement des alpinistes, mais des gens comme vous et moi qui décident que ils ont envie de se tenir sur le sommet de l'Everest. Ce qui est, à mon avis, essentiel, qu'on le juge bien ou pas bien, c'est que toute cette histoire ne serait pas possible sans les Sherpas. C'est-à-dire que je pense que Edmund Hillary n'aurait pas pu, et les Britanniques n'auraient pas pu réussir l'Everest en 1953 sans Tenzing. Et alors que l'inverse n'est pas vrai, je pense que Tenzing a failli être au sommet en 1952 avec les Suisses. Les Britanniques avaient besoin des Sherpas, avaient besoin de Tenzing. Et aujourd'hui, cette histoire n'a pas vraiment changé de ce point de vue-là. Il y a à peu près 1 millier de personnes qui arrivent au sommet de l'Everest chaque année, désormais. Sur ce millier de personnes, la moitié sont des professionnels, la plupart des Népalais, Sherpas, et l'autre moitié sont des clients qui viennent du monde entier et qui sont des gens, la dernière génération sont des influenceurs maintenant, qui se précipitent pour aller au sommet de l'Everest. Pour faire la photo. C'est pour faire la photo sur Instagram, c'est ça? Voilà. Oui. Et vous-même, Charlie Buffet, quelle est votre expérience du toit du monde? Alors moi alors le toit du monde, je suis resté aux étages inférieurs. J'ai été voir parce que j'étais curieux. Je dois avouer que l'Himalaya, moi je suis un passionné de montagne et d'alpinisme et j'ai vécu des histoires passionnantes et des moments de bonheur dans les Alpes et je n'ai pas retrouvé ça dans l'Himalaya. J'ai trouvé que la lenteur, les effets de l'altitude, ça me passionnait pas. Alors qu'il y a des émotions que je vis dans les Alpes qui sont extraordinaires et que j'adore partager dans les livres que je publie. Vous avez bien raison et c'est vrai que vous avez la chance, puisque je le rappelle, on se parle, vous êtes à Chamonix. Merci Charlie Buffet de nous avoir accompagnés cet après-midi, donc depuis Chamonix, dans Historiquement Vôtre, pour retracer la véritable histoire de Tenzing Norgay, le héros de l'Everest. Je rappelle que le livre d'Ed Douglas, que vous avez traduit, Tenzing, le héros de l'Everest, est disponible dans la collection Guérin des éditions Paulsen, c'est ça? C'est exactement ça. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.